Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10e numéro de On va se faire foot. On va se faire foot un peu spécial cette semaine puisque, comme vous le voyez, Giancarlo et moi-même, nous avons eu la chance de revenir du Stade de France en vie et joyeux après cette victoire historique du Toulouse FC sur le FC Nantes, ou en tout cas ce qu'il en reste, puisqu'il a été éparpillé face au puzzle samedi et ils sont portés disparus depuis. Donc, on va se faire foot cette semaine au programme. Donc, effectivement, un retour sur la finale de la Coupe de France, un focus sur la Serie A. Donc, avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, donc Giancarlo, comme je vous l'ai dit, qui revient du Stade de France. Salut, Gian. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et Daniel Montero, qui revient du Cap-Vert. Et ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, sans plus tarder, hein, vous l'avez entendu en introduction de cette émission, vous l'avez entendu, vous l'avez vu même, hein, pour ceux qui auront la chance de voir le replay. Samedi dernier, c'était la finale de la Coupe de France, une finale qui aura duré en gros 20 minutes. Le temps pour le Toulouse Football Club de marquer 3 buts coup sur coup, hein. Et donc, le Toulouse Football Club, comme vous le voyez derrière moi, a donc gagné sa deuxième finale de Coupe de France, 66 ans après la dernière, a inscrit sa deuxième ligne au palmarès. Et donc, ma première question est simple, hein. Que retenez-vous de cette finale de la Coupe de France? La victoire de Toulouse, la faillite du FC Nantes? J'ai pas trop de suspense dans vos réponses, donc on va commencer par Giancarlo. Comme son accoutrement l'indique, visiblement, il retient la faillite du FC Nantes. Alors, la faillite du FC Nantes, je m'en fous, mais alors complètement, pour le coup. Euh, moi, je retiens une soirée extraordinaire, hein, quand tu es supporter du Toulouse Football Club depuis des années. C'est une soirée que tous les supporters attendaient depuis, comme tu l'as dit, hein, depuis 66 ans. Bon, pas moi, hein, parce que je suis supporter depuis plus récemment, hein. Ça va faire 40 ans quand même, hein. Et ce qu'on avait inscrit à notre palmarès de mieux, hein, c'était d'accrocher un tour préliminaire de Ligue des Champions ou d'avoir tapé Maradona au stadium. Mais finalement, il n'y avait pas de titre. Et là, c'était une vraie délivrance, en fait, pour tous les supporters qui étaient là au Stade de France. Et surtout, avec cette manière-là, c'est que cette finale-là, au-delà du titre, j'aurais pris une victoire 1-0 sur un but de Raccro ou même 0-0 au penalty, hein, j'aurais été ravi aussi. Mais là, la manière, euh, cette finale, elle va rester quand même, elle va rester. Tout le monde va s'en rappeler parce que, comme tu l'as dit, ça a été un viol organisé pendant 20 minutes. C'était assez incroyable. Personne n'y croyait trop dans le stade. Et après, je parle que sur l'aspect, sur l'affect et sur l'émotion, quoi. Mais au-delà de ça, enfin, dans le jeu, je ne sais pas si c'était le FC Nantes qui était complètement à la rue ou si c'est vraiment Toulouse qui était imprenable et qui les a surclassés par l'envie, la justesse technique, l'organisation tactique. Enfin, il y avait tout. Et on voyait vraiment les Nantais sur le terrain. Ils étaient complètement perdus. Ils ne savaient plus comment défendre, ni au milieu de terrain, ni derrière. Ils ne savaient pas s'ils devaient venir nous chercher, s'ils devaient reculer, laisser moins de profondeur, puisqu'on les prenait sur coup de pied arrêté, on les prenait en profondeur. Au milieu de terrain, ils ne voyaient plus le ballon. Enfin, c'était magique. C'était magnifique. Je me suis régalé. Et bon, moi, je retiens évidemment la victoire du TEF, mais quand même pour approfondir, c'est vrai que cette équipe de Nantes, elle est très, très inquiétante, quoi. Elle était très inquiétante. Ils ont essayé de se révolter un peu en deuxième mi-temps, mais enfin, c'était plus, du coup, ça avait plus tourné à la savate, quoi, qu'à autre chose. Bon, voilà, moi, je retiens surtout que on a gagné la Coupe de France, que ça fait du bien, et que Nantes, je pense, a de grandes chances de descendre finalement. Vu ce que j'ai vu sur le terrain, moi, je suis très inquiet pour eux. Mais je m'en fous. Tant pis pour eux. On a compris, hein. Daniel, Daniel, c'est ton tour, hein. Tu nous donnes Ouais, une explication, hein, parce que tu nous Daniel, as quel est le annoncé. pronostic? ouais.
Non trop le seulement Ouais, tu c'est avais vrai annoncé que le FC Nantes, Toulousaine. mais en plus tu avais annoncé que le discours de Comboiré allait être remobilisateur. On a vu la remobilisation des troupes. eh ben écoute, non, ça, ouais, ça a été franchement une énorme surprise pour moi, en tout cas, de voir ce Nantes-là. Euh, moi, j'ai vu quand tu regardes le match, clairement, voilà, on a un super vainqueur, Toulouse. Vraiment, je crois que c'est le mérite. Il y a un mérite clair de Toulouse sur cette Coupe de France, non seulement sur le parcours, mais surtout sur ce qu'elle propose en finale, parce qu'elle a complètement éteint cette équipe de Nantes dès la première minute. Sur deux coups de pied arrêtés, il tue le match. Et derrière, tu as Nantes qui, voilà, complètement incapable de réagir face à cette équipe. Et tu parlais de Comboiré. Euh, Moi, sincèrement, j'ai cru naïvement que Comboiré aurait peut-être trouvé des mots. Clairement, il ne les a pas trouvés. Euh, Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais plus que ça, quand on regarde la saison de Nantes, on voit souvent Comboiré quand même très interventif sur le terrain. Voilà, il est sans arrêt sur le bord du terrain à donner des conseils aux joueurs, à les repositionner. Là, Ouais, je crois que sur le match, il est resté sur ça le les aurait banc. aidés qu'ils jouent Tu samedi l'as, soir. Je pense il aurait été meilleur que Comboiré. Il aurait dû rentrer, Comboiré. ouais, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, cette victoire de Toulouse, elle est nette et sans bavure. Et moi, j'ai pris du plaisir à voir ce match, honnêtement, parce que cette équipe de Toulouse propose quand même un. On peut parler de la, comment dire, de la défaillance de Nantes, mais je pense que c'est surtout Toulouse qui a proposé un super jeu et qui a complètement éteint Nantes. Faut quand même l'admettre. Moi, j'ai été séduit par cette équipe, surtout sur les coups de pied arrêtés. Ils sont vraiment très, très puissants je ne sais pas si c'est quelque chose qui travaille beaucoup ou pas, mais en tout cas là, ça a été très efficace. Le seul bémol, le seul bémol que je mettrais par rapport à, par rapport à l'équipe de Toulouse, et ce qui est dommage parce que c'est quand même une grande école et une grande école de formation, c'est que sur le terrain, Ah, ça y le est. 11 initial, on n'a pas un Français. Ouais, mais c'est faux. Mais Mais bon, c'est une c'est de la équipe com. Ça, c'est de la com de journaliste à deux balles. Là, c'est pas toi que je traite de journaliste à deux balles, mais ils ont beaucoup communiqué sur ça pendant la finale et après la finale. qui est Ah, français. bah, Mais qui est français sur le 11? non, mais attends, on va y venir si tu veux, je vais te répondre. Tu peux pas Vas-y. considérer que des joueurs qui ont choisi une nationalité de sélection différente de la France ne sont pas des joueurs français. Fares Chaibi, il est français. Il a été formé à Bron, comme Karim Benzema. Il est venu à Toulouse. Il a décidé là de jouer pour l'équipe d'Algérie. Logan Costa, pour toi qui as le maillot du Cap-Vert ce soir, il est français. Il est né à Saint-Denis. Il jouait chez lui samedi en finale. Il a choisi de jouer pour la sélection du Cap-Vert, parce qu'on va pas se mentir, même si il a éclos aux yeux de la France et du monde, puisque la finale a été retransmise dans plus de 100 pays samedi, il jouera jamais pour l'équipe de France, donc il a choisi de jouer pour l'équipe du Cap-Vert. On peut pas dire que Toulouse joue sans français. Des joueurs comme Dupé, qui était sur le banc, qui normalement est le gardien titulaire, il est français. Logan Costa, il est français. Anthony Rowe, qui est rentré, il est français. Moussa Diarra, qui est rentré, il a joué en tout cas longtemps pour les équipes de jeunes françaises. Je ne sais pas s'il a choisi une autre sélection lui aussi maintenant en étant senior. Mais voilà, je pense que c'est un faux débat, c'est un faux procès qui est fait au TFC. Ça reste une école de formation assez importante, mais malheureusement, pour des raisons, on va dire, budgétaires, ils ne gardent pas les joueurs qu'ils forment. Bien sûr. Ouais. Cette année, tu as des joueurs encore comme Diakate qui est parti à Lille en début d'année, qui fait une super saison au LOSC en tant qu'arrière droit. Tu as des joueurs les deux dernières années qui sont partis comme Manu Koné qui est à Mönchengladbach, comme Nathan Ngoumou en début d'année qui est aussi à Mönchengladbach, ou comme Amin Adli il y a 2 ans qui est parti à Leverkusen. Donc les vraies pépites françaises du TFC sont parties il y a très longtemps. Ils les ont remplacés très intelligemment par des joueurs, et c'est là vraiment là, moi, que je veux insister. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, on a des idées. En tout cas, c'est ce qu'on disait en France du temps de Giscard. Et le TFC, ces dernières années, a eu beaucoup d'idées en termes de recrutement. J'ai regardé juste pour la base défensive. Je ne suis pas allé chercher plus loin parce que je ne suis pas rentré il y a trop longtemps de mon périple dionysien. Quand vous prenez juste la base arrière, Soiseau,
qui est international chilien, qui était l'ancien capitaine du Colo-Colo, qui fait une ouverture incroyable pour Dalinga sur cette finale. Il a coûté 0 €. Ils l'ont pris en fin de contrat. Logan Costa, il a coûté 300 000 euros. Dessler, il a coûté 400 000 euros. Nicolaisen, il a coûté aussi dans les 400 000, 500 000 euros. Et le gardien remplaçant, le gardien danois, je crois, il a coûté aussi 500 000 euros. Donc, en gros, pour 2 millions, tu es capable de te construire une défense qui te gagne la Coupe de France. Voilà. Avec des joueurs français dedans, des joueurs de l'Union européenne. Donc, moi, ce que je retiens de cette finale, en premier lieu, c'est les larmes de Giancarlo Bruni. Ça faisait 40 ans que j'attendais. Et ça, c'était important pour moi. En deuxième lieu, effectivement, la démonstration footballistique. Je pense que plus que le niveau de jeu du FC Nantes, la finale, c'est la confirmation d'un projet, la validation d'un projet, y compris dans le jeu. On a parlé des stratégies de recrutement de Toulouse, mais dans le jeu, vous avez quand même une équipe qui gagne la Coupe de France en ayant marqué 26 buts. C'est-à-dire qu'en jouant, en rentrant dans la coupe à partir des 32e de finale, ils ont marqué en moyenne 4,3 buts par match, y compris en finale où ils en claquent 5. Donc ça veut dire qu'en gros, sur ce parcours, alors avec des tirages plus ou moins faciles, mais sur ce parcours, ils ont collé des trempes à tout le monde. Donc on est tout sauf dans la surprise. Et samedi, finalement, c'était la confirmation, même si, on ne va pas se le cacher, des fois, on se pinçait pour être sûr qu'on n'était pas en train de rêver, quoi. Quand ça a démarré, enfin, le match a démarré de suite sur l'impact physique, on a vu qu'ils étaient en train de les manger. Et dès la 3e minute, quand il y a eu le premier but, on s'est demandé si on n'était pas en train de vivre un truc de dingue, quoi. On n'y croyait pas. On était un peu craintif, on se disait que le match allait être long. Le temps de se dire que ça allait être long et qu'on allait pleurer pendant 87 minutes parce qu'on ne savait pas si on allait tenir. Ils ont marqué un deuxième but sur le deuxième coup de pied arrêté. Et ainsi de suite tout le match. Mais finalement, on a vu une équipe qui maîtrisait totalement son sujet, comme l'a dit Giancarlo, à la fois dans le jeu court, à la fois dans le jeu long, en alternant le jeu court et le jeu long dans un plan tactique qui était clairement établi, c'est-à-dire on commence par du jeu court pour sortir de nos 6 mètres pour faire monter l'équipe nantaise et ensuite on allonge pour les prendre dans le dos parce que ils ont des défenseurs centraux qui sont des tracteurs en gros, que ce soit Palois, que ce soit l'ensemble de la défense. C'est des tracteurs et ils ont un gardien qui joue sur la ligne, qui joue pas un gardien moderne, avancé pour essayer de jouer comme un libéraux. Donc, ouais, le match, il avait été étudié vraiment de manière très, très précise. Le plan de jeu, il était précis et tel l'agence touriste, le plan s'est déroulé sans accroc. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Mehdi, ouais. Après, c'est vrai qu'on a tout a été favorable d'emblée, quoi. Mais je pense qu'ils ont su le provoquer. Ils ont su le provoquer. Tu sens au début du match qu'il y a quelque chose qui se joue de la. Comme tu dis, ils ont pris le dessus à la première minute sur les 3 premiers duels. Il y a eu 3 duels de la tête, le ballon dans le camp de Nantes, et tout de suite, tu as senti qu'il y avait une équipe qui allait vouloir avancer, puis l'autre qui ne savait pas trop quoi faire, quoi. Je sais pas si ça, parce que Dani, toi, tu as vu ce match à la télé, je sais pas si ça apparaissait aussi à la télé. Nous, on a senti vraiment dès les premiers impacts que les Nantais y doutaient. Ils n'étaient pas en confiance. Et que Ouais. dès le premier but, en fait, ils se sont écroulés mentalement. Ils ont lâché mentalement de suite, quoi, en fait. Et Bah, disons que ce qui apparaît quand tu regardes le match à la télé, c'est que le premier but, il leur fait mal, en fait. Parce qu'il déjà, il arrive très tôt. Le premier but, je crois qu'il arrive au bout de 3 5, minutes. 3 3 minutes. minutes. 3 minutes, c'est 3 minutes. ça. C'est avant les 5 premières minutes. Et clairement, Nantes n'était pas placé. Ils étaient très, très mal placés. Et, et en fait, ils étaient complètement dépassés au niveau aérien. Et ils se prennent un but très, très tôt. Et derrière, quand ils se prennent le deuxième but, alors là, c'était. Les images qu'on voit à la télé, clairement, c'est une équipe qui est perdue, en fait. Tu prends une Ouais. équipe qui est perdue. Ils ne savent pas quoi faire, Ouais. en fait. Dès qu'ils ont le ballon, on a l'impression Mais qu'ils ne même, savent pas trop quoi en faire. mais même sur vraiment les fondamentaux, quoi. Vraiment sur les choses que tu apprends dans les écoles de foot. Et même Même ces un, éléments-là, ils ne les avaient pas, quoi. Enfin, sur le un, premier un but, le Ludovic, marquage de c'est Castelletto, Non, c'est Giroto sur le premier. Giroto. Ouais. Enfin, c'est même flippant, un, hein, le un marquage. Ludovic Blas qui est là justement pour un peu le chef d'orchestre de l'équipe de Nantes. Tu le vois, il est paumé, quoi.
Ouais, mais Colomé, il a la balle, il ne le, sait pas quoi en le, faire. le ballon ne remonte même pas jusqu'à lui. C'est-à-dire que vraiment, dans les 30 premières minutes, ils se sont fait concasser physiquement. Ils ne dépassaient pas leur moitié de terrain, les mecs. Ils alignaient pas trois passes. Mais justement, je pense que tout à l'heure, tu l'as dit, et je crois il y a un mérite qui revient quand même aux entraîneurs. Et je pense que là, pour le coup, on en parlait la fois dernière, Comboiré, ouais, peut-être il est complètement à la rue parce qu'en face, tu as un entraîneur qui a vraiment mis en place une vraie stratégie pour cette finale. Et je pense que la différence, elle se voyait sur le terrain. Tu avais une équipe qui était organisée, une équipe qui avait vraiment un plan de jeu, et ils ont appliqué en fait un plan de jeu en face d'une équipe qui était complètement perdue. Et du coup, bah, ils ont déroulé et ça a fonctionné, quoi. Avec un pressing dès que les Nantais touchaient le ballon, t'avais un pressing très, 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 très haut au niveau de Toulouse et ça a fonctionné. Ouais, Donc, tactiquement, surtout pour rejoindre tout ce que tu dis, que Comboiré, il s'est pris un peu pour Guardiola sur cette finale. Il a changé la manière de jouer de son équipe. Il a changé la composition de son équipe pour essayer de répondre un peu à, je crois, aux qualités du milieu de terrain toulousain. Mais il a fait monter Giroto de défense centrale au milieu. On a ouais, senti qu'il était perdu. Il a mis João Victor, qui visiblement, je l'ai découvert à partir de Ailier. arrière gauche, alors qu'il n'a pas de pied gauche et qui normalement il est défenseur central. Si une équipe qui en début d'année jouait en défense à 3 ou à 5, selon comment on appelle ça, et qui là jouait à 4 derrière, pas sûr que les finales soient les matchs où tu tentes des trucs, quoi, tu fasses des tests. Là, au contraire, on a senti Toulouse, bah, ils jouaient quasiment avec leurs 11 titulaires, à part Costa et le gardien. Ils avaient leurs automatismes, y compris sur les coups de pied arrêtés. Donc vraiment, ça déroulait, quoi. mais tu Bon, sentais qu'il y avait un plan de jeu. Et justement, Montagnier, on n'en parle pas suffisamment et peut-être qu'il est quand même. Euh, il a du mérite par rapport à ce score, justement. Parce bah, il a apporté une tactique qui a fonctionné ouais, face à Comboiré. après, la tactique, elle sort pas juste pour la finale, hein. Enfin, je veux dire que c'est comme tu disais, Mehdi, c'est un projet de jeu. Enfin, le plan de jeu, c'est toujours le même, hein. Le TEF, il joue toujours pareil tous les matchs. Et c'est ce qui fait du bien au TEF depuis 2 ans, là. Parce que bah, le projet de jeu, c'est toujours bah, aller de l'avant. Moi, je les ai très rarement vus à l'extérieur comme à domicile jouer en bloc bas et à attendre les équipes. Même contre Paris, on a joué. Alors, des fois, oui, évidemment, tu descends, mais parce que c'est le jeu qui t'impose de descendre et de jouer plus bas. Mais tactiquement, c'est une équipe qui fait jamais le choix de jouer bas et d'attendre l'adversaire. Donc, ouais, je vous rejoins tous les deux, mais c'est pas nouveau. C'est ça que je veux dire. Daniel parlait de Montagnier et je pense qu'il faut effectivement lui rendre grâce, surtout que c'est quelqu'un qui a galéré ces dernières années. C'est quelqu'un qui est monté très haut, très vite en termes de coach. Si on se souvient, il a démarré à Boulogne, il a fait monter Boulogne du national je ne sais même pas s'il était pas en CFA2 même, enfin de Ouais. national en première division. Il les en a maintenus et puis quand il était parti, ben, Boulogne était descendu, je crois. Il était passé ensuite à la Real Sociedad, il avait amené la Real Sociedad en Ligue des Champions. Il avait été élu meilleur entraîneur d'Espagne devant Mourinho et je crois que c'était Tito Villanova à l'époque, au Barça. Donc c'était tout sauf un peintre, hein. Après, il a décidé de prendre Rennes. Ça s'est pas super bien passé à Rennes. Il avait notamment perdu la finale de la Coupe de France en 2014. Ensuite, il s'est un peu perdu, Philippe Montagnier. Euh, Damien Comolli l'a relancé l'an dernier. J'avoue que moi, j'étais circonspect, hein. Quand il a viré Garande pour mettre Montagnier, surtout que Garand n'avait pas démérité, hein. Il ne fait pas monter le TEF sur une erreur d'arbitrage, hein, contre le FC Nantes. Sinon, ils étaient en Mhm. Ligue 1, une année plus tôt. Bon, il décide de remplacer Garand et prendre Montagnier qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années. Et franchement, c'est là où on voit qu'il y a un président qui a une idée très très claire de ce qu'il veut faire. Parce qu'aller le chercher à ce moment-là où il était plus du tout bankable et avec les résultats qu'il a depuis 2 ans, franchement, fallait avoir la foi, quoi. C'est une équipe qui a battu tous les records en Ligue 2 l'an dernier. C'est une équipe donc qui a battu en quelque sorte des records en Coupe de France cette année, qui va se maintenir sans trop de problèmes. Il va jouer du coup l'Europa League l'an prochain. Chapeau. C'est une équipe, ouais, comme on dit, c'est agréable parce que c'est un entraîneur qui accepte de prendre des risques en jouant. Alors, vous savez, moi, je suis pas toujours un partisan du jeu pour le jeu.
j'aime bien moi, les équipes qui ont des assises défensives assez solides, parce que le TEF, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, quoi. Ouais. Mais c'est un choix, finalement. Je veux dire, ils sont dans la philosophie où ils vont essayer toujours d'en marquer un de plus que leurs adversaires ou de marquer plus vite qu'eux, parce que souvent, ils ouvrent le score, le TEF, dans tous leurs matchs. Euh, et après, bon, oui, défensivement, bah, du coup, tu t'exposes beaucoup plus, mais ils l'acceptent. Enfin, j'ai le sentiment qu'ils l'acceptent et qu'ils ne s'arc-boutent pas forcément à changer de tactique parce qu'ils prennent trop de buts. Et bah, ça donne ça. Ça donne une équipe qui est agréable à voir jouer. Très agréable. Et on va parler Ligue 1 un peu plus tard dans l'émission, mais pour conclure sur ce thème, comment vous voyez la fin de saison de Nantes, en tout cas, Dany, parce que Giancarlo en a déjà parlé, il est très inquiet pour le maintien de Mm. Nantes. Mm. Écoute, Nantes, ils ont 32 points, Ouais, tout comme Strasbourg et comme Brest. Et il y ouais. a Auxerre devant qui a 33 points. Donc en fait, ils sont quatre à aller à batailler pour ne pas descendre. Euh, Étant donné qu'ils ont perdu la Coupe de France aujourd'hui, maintenant, enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que ça serait dommage de voir une équipe comme Nantes descendre en Ligue 2. Je crois que c'est un club historique et la, la première division a besoin d'équipes comme Nantes, justement. Moi, je mettrais une pièce quand même sur Nantes. Je pense ils vont s'en sortir. Je vois plutôt Auxerre, moi, qui est mal en ce moment et qui a un calendrier Oui, compliqué. c'est ton idée fixe. Après, écoute, Mais moi, j'étais du même avis que toi avant de les voir jouer. Enfin, voilà, Ouais, moi, c'est un peu ça. Moi, c'est un match. j'étais inquiet avant. Voilà. Moi, il y a une statistique que je trouve assez affligeante. Nantes, ils ont gagné jusque-là 6 matchs de championnat, quoi. ouais. Ils ont fait 14 matchs nuls, Ouais. c'est Ils ont ça? fait 14 nuls, ouais. C'est quand même, ils ne Et 10 gagnent défaites. jamais, quoi. Et il va falloir qu'ils gagnent, là. Il reste, on a joué 32 journées, c'est ça? Ils vont jouer leur 33e match Mm. mercredi. Et il leur reste 6 matchs. En gros, il faudrait qu'ils en gagnent la moitié pour se maintenir. Jusque-là, ils en ont gagné à peine 6. Donc, il faudrait qu'ils gagnent quasiment 50% de matchs supplémentaires par Mais rapport à. c'est le cas. Honnêtement, Ouais. j'ai C'est le dû. cas de Brest et de Strasbourg. Ouais, mais alors par rapport à ce qu'on ressent sur le terrain, t'as pas le même engagement chez les autres, hein. Parce qu'on a vu sur le terrain samedi, c'est-à-dire une forme de démission collective, tu l'as pas chez les 3 autres. Tu l'as pas chez Brest, qui part de plus loin. Parce qu'on parle de Nantes, ils n'ont pas gagné un match depuis février. Alors que les autres ils montent journée après journée. Donc franchement, moi, même sur ce qu'on a vu sur les matchs de ce week-end, on voit que Strasbourg, bah, contre Lyon, ils ont fait le match, ils perdent contre le cours du jeu. Auxerre, ils ont quand même tenu compte à Marseille, et on pourra discuter du but valable, non valable d'Alexis Sanchez, parce que les images qu'on voit arrêtées, elles sont pas très très claires sur le fait qu'il est hors jeu ou pas. Et Brest, à mon avis, mercredi, Ouais. s'ils ne se sont pas remis la tête à l'endroit, et je ne vois pas comment ils se sont remis la tête à l'endroit d'ici mercredi le FC Nantes, ils vont les exploser. Mais Être une boucherie. Mehdi pour rebondir sur ce que tu dis, sincèrement, samedi soir, euh, Toulouse a joué comme ils ont joué. Tu mets Nantes, Auxerre, Strasbourg ou Brest en face. Peut-être que ça ne se finit pas à 5-1, mais en tout cas, la victoire, elle serait claire et nette contre Non, l'une mais de ces équipes. on est d'accord. On l'a vu notamment. Enfin, Auxerre, ils se sont fait bouger hier, mais ils ont tenu, ils étaient solidaires. Et ils ont essayé de sortir, ils ont mis des frappes, tu vois. Là, pour le maintien, là, ce qui est fondamental, c'est surtout quand il reste 6 matchs, c'est de trouver des ressorts. C'est de trouver des ressorts, des leviers pour. Alors, ça peut être la solidarité, ça peut être le jeu parfois. Mais là, dans cette équipe-là, tu sens qu'il y en a plus. Je pense qu'il y a plus de ressorts. Et comme il le dit Mehdi, ils vont aller à Brest. Ils vont avoir des mecs en face d'eux bah, qui sont en train de grappiller petit à petit. Et puis qui, à domicile, sont durs à jouer. Je vois pas comment Nantes ils peuvent s'en sortir parce que ça sera pas dans le jeu, ça c'est sûr. La solidarité, ils peuvent encore en afficher, mais ça me paraît compliqué parce qu'ils se sont quand même pourris. On les a vus hein, entre eux. Quand tu vois la sortie de Moussa Sissoko à la mi-temps, qui est réaliste, hein, où il balance, enfin, ben, on est nul, on est à la rue, on fait pas ce qu'il faut, on domine dans tous les compartiments du jeu. Bon, voilà, pour se remobiliser après derrière ça, je pense que c'est compliqué. Donc moi, c'est ça qui me fait dire que ils sont en manque de ressorts
et je pense pas que virer Comboiré soit une bonne solution non plus, mais je pense que cet entraîneur-là, il ne sait plus les trouver pour ces joueurs-là, en tout cas. Et c'est ce qui me fait dire qu'ils vont y passer, je pense. Ils vont Ouais, ça vraiment y sent. passer. Et les supporters sont très inquiets. On a parlé avec plusieurs Ouais. supporters nantais. C'est pas nouveau, ça date pas de samedi, hein, l'affaire. Non, Ils non, non, m'ont non. parlé Ah, du bien sûr. match contre Troyes, ils m'ont parlé des Mm. matchs avant. Enfin, ils sont dépités quand même. Ouais. Et donc, du coup, parce que tu parlais de calendrier, il joue quand même cette semaine. En suivant, il se déplace à Brest et à Strasbourg. Bon, moi, je pense qu'à la fin Alors, du. Strasbourg, c'est à domicile. Strasbourg, Ah, c'est à domicile. pardon. Bah, ils reçoivent Brest, Mais excuse-moi. bon, Et ils reçoivent Strasbourg, à mon ouais, avis, dans une Beaujoire qui va être incandescente et qui ne va pas les accueillir pour les soutenir parce que les mecs, ouais. ils me gravent les boules. Et ils étaient quand même 50 000 à s'être Ah, déplacés, à avoir payé, je sais pas combien, ouais. Ah, pour c'est deux finales, hein, de toute façon, hein. se faire humilier. Là, ils ont deux Ouais, finales, hein. ouais. Bah, ils ont montré que la première, ils ne savaient pas la jouer déjà. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Ils n'avaient pas le bon état d'esprit. Donc, Là, Et puis la semaine là, d'après, ils ont deux. ils reviennent à Toulouse. La semaine ouais, la semaine d'après, après, ils ils sont reviennent à à Toulouse. La semaine après, ils reviennent à Ils enchaînent, effectivement, tu as raison, Giancarlo. Ils enchaînent Brest, Strasbourg, ils reviennent à Toulouse. Et je peux te dire qu'on en parlait tout à l'heure, comme ça, en creux. Il y a, Ils vont à Lille. ouais, il y a un truc il y a un truc qui est pas passé. C'est l'erreur d'arbitrage qui nous empêche de monter et qui les maintient il y a 2 ans. Donc, si on peut les envoyer en D2, on va les envoyer avec grand plaisir, tu vois. Donc, bah, tu vois, on vient déjà de donner 4 matchs sur les 6. Bah, sans déconner, je vois pas quel match ils gagnent sur ces 4 matchs, hein. Et il faut qu'ils en Bah, gagnent. les deux prochains. Si, les deux prochains, c'est deux finales qui vont être décisives pour eux. C'est Mais contre même, des même, adversaires directs. mais même s'ils en gagnent un des deux, même s'ils en gagnent qu'un sur les deux, je pense qu'ils sont cuits. Parce que s'ils perdent à Brest, je pense que c'est plié. Tu perds à Brest, derrière, mentalement, ça va être ingérable pour les joueurs. Je suis Voilà. d'accord avec toi. C'est le Ingérable. match qu'il ne faut pas perdre. Non, Ils mais vont je suis avoir une d'accord avec pression toi. de dingue S'ils après. Non. perdent à Brest 1, ils prennent 3 points dans les dents. Et en plus, ils perdent le goal average favorable. Parce que là, ils sont devant Brest de 2 buts. Et puis, tu n'as aucun joueur qui est calibré pour jouer le maintien là-dedans. Bah, ils ne sont pas calibrés pour jouer grand-chose, hein. Parce que quand tu penses que cette équipe-là va jouer l'Europa League, vu le niveau tactique et technique, c'est quand même effrayant, hein. On a parlé Ah, des longs débats sur le niveau des clubs français en Coupe d'Europe. Ouais, putain, si on a Nantes, si on a des joueurs comme les joueurs de Nantes en Coupe d'Europe, effectivement, c'est chaud patate, ouais. Eh bien, on se retrouve après ces images du Stade de France et de notre Giancarlo National en train de sauter sur l'air de qui ne saute pas des pas toulousains. Et oui, j'ai ça. J'avais ça que je t'avais caché ce week-end. J'avais gardé exprès pour l'émission. On se retrouve pour notre deuxième débat et on va parler Serie A. Voilà, finalement, c'est une émission spéciale Bibi, comme on dirait dans le 31. Donc, après Toulouse, on va parler de sa deuxième passion, la Serie A, puisque les matchs de ce week-end débouchent plutôt sur une situation assez intéressante et captivante en Serie A, puisqu'on a finalement six clubs qui se tiennent en 6 points et qui peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions, en sachant qu'il y a 3 places. Donc, il y aura 50% de ces clubs qui vont se qualifier et qui vont accompagner Naples en Ligue des Champions. Et ensuite, donc, on a la Lazio qui maintenant est deuxième avec 61 points, la Juve troisième avec 60 points. Ensuite suivent l'Inter, le Milan AC et la Roma avec 57 points et l'Atalanta Bergame qui revient, qui grappille petit à petit, match après match et qui est à 55 points. Donc finalement, le suspense reste entier à quelques encablures de la fin de ce championnat et on peut se poser la question de savoir le Napoli en Ligue des Champions. Le Napoli sera sans doute champion, sera sans doute en Ligue des Champions, même s'ils ont du mal à conclure, hein. Ils ont les jambes qui flageolent depuis quelques temps maintenant. Ils n'arrivent pas à conclure ce championnat qui leur tente des on lèvres. connaît d'autres. Ouais, on en connaît d'autres, ouais, notamment au Portugal et en France. Mais donc, Dani, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, comment tu vois la fin de ce championnat italien qui s'annonce sans doute le plus captivant des 5 grands championnats? Ouais, bah écoute, moi, je trouve que cette année, vraiment, ce championnat italien est vraiment super intéressant. Je dirais qu'il est digne d'un opéra italien, comme la Traviata de Verdi, par exemple, où tous, euh, on attend tous l'acte final qui va être mélangé d'un mélodrame, parce qu'il va y avoir des clubs qui vont pleurer, hein. Ils sont aux portes de la Champions et
ils vont pas y accéder. Euh, Moi, j'ai regardé un petit peu le calendrier des uns et des autres. Bon, Naples, on n'en parle pas puisqu'ils vont forcément faire partie des, de ceux qui participeront puisqu'ils vont gagner le championnat. Après, Lazio, Juventus, Inter, Milan et Rome, ça va pas se jouer à grand-chose. On a la Lazio qui va rencontrer Milan. D'ailleurs, la journée du 6 mai est Mais là, incroyable, hein. mais On là, va elle est avoir Ouais, dingue. mais c'est ça, Lazio, c'est Milan. Elle est une dingue. journée de Ah dingue. non, on va avoir. Les Ah ouais, six jouent les uns contre on les va autres. voir. Ouais, ouais, la Juventus qui joue l'Atalanta à l'extérieur. T'as l'Inter qui joue Rome à l'extérieur. Et t'as Milan qui joue la Lazio. C'est Donc ça va être incroyable. une journée de fou, quoi. Ça va être Ouais. une journée de fou. Et du coup, c'est une journée qui va être hyper importante euh, pour tous, en fait. Et qui va être déterminante pour la suite parce que après cette journée, il y a ceux qui jouent les compétitions européennes. Donc, ce qui est le cas de la Juve, de l'Inter, du Milan et de la Rome. Et il y en a beaucoup cette année. Ouais, donc moi j'aurais tendance à dire que c'est les quatre premiers qui se qualifient pour la Champions, c'est ça, hein, Exactement. Ouais. les quatre premiers. Donc Naples, Lazio, pour moi, ils vont faire partie du train. Derrière, ça va se jouer. Pour moi, je pense que le Milan AC a toutes les conditions pour le faire parce que dans leur calendrier, en termes de championnat, ils ont que la Lazio à jouer, le reste, c'est tranquille. Donc je pense Ils vont à ils la vont Juve. Hein. passer. Ils vont à la Juve. À la 36e journée. Ah oui, exact, ouais, le Ouais. 28, tu as raison. Ouais. 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 Mais bon, ils sont sur une telle dynamique que je les vois quand même passer cette année. Euh, Rome rencontre l'Inter, et à part l'Inter, ils n'ont rien d'autre. Donc moi, je verrais pour accompagner Naples et la Lazio, je verrais le Milan AC et Rome. Ah, superbe. Alors, Superbe. moi, On en demande pas plus. moi, je voulais insister avec vous sur un point. Ça peut paraître anodin, c'est un scénario fiction, mais qui peut se passer. On n'est pas à l'abri d'avoir 6 clubs italiens en Ligue des Champions. Hein. C'est-à-dire que vous avez les 4 premiers. Ouais. Vous avez un des clubs de Milan qui finit pas dans les 4 premiers, qui gagne la Champions. Il est qualifié d'office. Et vous avez la Roma qui est pas dans les 4 premiers, qui gagne la Ligue Europa. Il est qualifié d'office. Donc il y a quand même un scénario où vous avez ces 6 clubs, quasiment, qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. En plus, en étant tête de série pour au moins 3 d'entre eux, c'est-à-dire le vainqueur de l'Europa League, le vainqueur de la Ligue des Champions et les champions d'Italie. Donc, moi, j'ai envie de dire que tu parlais de la Roma, Dani. Je suis pas sûr que la Roma, à un moment donné, il fasse pas le choix de la Ligue Europa en disant que c'est le chemin le plus court. Voilà. Surtout en fonction du résultat de ce week-end. Et en plus, ce week-end, bah, ils peuvent pas faire tourner, quoi. Ils peuvent pas faire tourner contre Milan, ni Milan. Enfin, faut qu'ils arrivent à gérer les deux leur calendrier entre le championnat et la Coupe d'Europe. Pareil pour l'Inter et pareil pour la Juve. Et Ouais, aussi l'Europa League. C'est-à-dire que moi j'ai dit la Roma par exemple pour l'Europa League, mais ça peut être la Juve qui gagne l'Europa League et qui lâche sa place en championnat. Donc vous avez un jeu de on n'est pas loin d'avoir les 6 en fait. Voilà. Alors sur le championnat, moi je parierais sur la Lazio parce qu'ils n'ont plus que ça à jouer. Ils ont toujours la deuxième défense de Serie A et donc ça devrait leur donner une certaine assise pour être dans les 4. Après, derrière, c'est plus ouvert. Moi, je mettrais bien un petit billet sur l'Atalanta parce que l'Atalanta, ils ont l'habitude de ces matchs-là, de fin de saison, de revenir. Et puis, on en parlait tout à l'heure, par exemple, sur le thème sur Toulouse. C'est un club qui se construit depuis des années avec un projet de jeu assez clair, assez défini. Et donc, qui ont des bases assez solides qui leur permettent dans ces joutes, on va dire, un peu serrées d'être structuré et d'avoir un plan de jeu défini. Et après, après j'ai envie de dire finalement entre la Juve, la Roma, le Milan AC et l'Inter, ça va se jouer à celui qui va aller le plus loin en Coupe d'Europe. Et qu'à un moment, celui qui va aller le plus loin en Coupe d'Europe, il va le payer. Parce ils vont plus pouvoir jongler entre les deux calendriers, surtout en fin de saison. Ça va pas faire plaisir à Giancarlo, mais je pense que l'Inter, ils ont un petit avantage parce que je pense qu'ils ont un effectif un peu plus étoffé que le Milan AC et que la Juve. Parce que la Juve, on l'a vu cette semaine à Bologne, À la Juve, ils n'ont rien, ils n'ont pas de banc. Ils ont fait jouer la non. Primavera, c'était impressionnant. Ils ont fait jouer des gamins de Ouais. 18 ans, 19 ans, mais je ne savais pas qui était sur le terrain.
Arkadiusz Milik, qui est joué à la place de Vlahovic, il a raté un penalty qui était vraiment tiré d'une manière grotesque. Il met Ah, il toujours se fait éclater dans la presse italienne d'ailleurs. Milik, Milik, ah oui, sur son élan dans sa course de penalty, c'est il n'importe se fait quoi. démonter par la presse italienne. Donc, moi, je vois bien l'Inter, en fait. Je vois bien Mourinho miser tout sur l'Europa League. En plus, il adore gagner des compétitions européennes. Il a l'occasion de gagner un titre, donc il va jouer le titre à tout prix, plutôt que la qualification en championnat, parce que pour sa légende, gagner une quatrième, non, une cinquième Coupe d'Europe, ça serait quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je dirais de Milan, donc je dirais donc Lazio, qu'est-ce que j'ai dit après? Atalanta et Inter Milan. Ouais, ça veut dire que dans ton équation, le Milan AC gagne la Champions, quoi. Exactement, et la Roma. Ouais, moi là, je suis. Bon, au-delà du fait que c'est une fin de championnat voilà, que je trouve géniale, hein, parce que voilà, il y a un enjeu qui est hyper important, qui est intéressant à suivre. Là, cette journée, le calendrier de cette prochaine journée est juste incroyable, puisque les six se rencontrent directement. Donc, on en saura déjà beaucoup plus le week-end prochain. Et après, ce qui est déterminant, c'est effectivement les calendriers de ceux qui jouent les Coupes d'Europe et notamment la Champions, quoi. Bon, après, je dis pas que la Roma et la Juve vont lâcher l'affaire du côté de leur Coupe d'Europe, mais je pense que ça va être plus compliqué à gérer pour le Milan et l'Inter que pour les deux autres. Euh, Parce que je pense que le Milan et l'Inter, ils misent plus, ils ont plus en tête de faire quelque chose en Champions et de gérer ça en faisant pencher la balance sur les matchs de Champions League que plutôt sur les matchs de championnat. Donc à partir de ça, après, il faut compléter avec voilà, les effectifs. Et la Juve, ils n'ont pas la profondeur, la Roma non plus, et le Milan non plus. Donc là-dessus, c'est effectivement l'Inter qui a, je pense, une longueur d'avance par rapport à ces trois autres concurrents. Euh, et après, ça va laisser une place. Moi, je compte la Lazio aussi, hein. La Lazio, ils seront dans les quatre, c'est sûr. Et donc, ça laisse que deux places. Donc, j'en compte une pour l'Inter aussi, en étant réaliste. Parce qu'en plus, ils ont un calendrier assez favorable. Parce qu'alors, eux, ils vont à Naples, mais Naples, ils seront en tongue hein, quand ils vont à Naples, je pense. Ça sera déjà terminé, quoi. Donc, euh, la quatrième place, je vais la mettre au Milan AC, mais c'est vraiment à l'affect parce que entre le Milan et la Roma, je pense que ça va se jouer à très, très, très peu de choses, voire au goal average. C'est pas exclu que ça se joue au goal average. Et en plus, je pense qu'ils ont un goal average particulier qui est identique à un but, qui est identique à un but près. Euh, donc moi, je pense que ça va se jouer voilà, entre ces deux-là. L'Atalanta, je ne les vois pas revenir. Moi, je mets un billet sur le Milan, évidemment. Euh, et donc, c'est la Roma et l'Atalanta, pour moi, qui accéderont pas. Moi, j'étais surpris parce que, comme vous savez, il y a déjà une journée de championnat demain, hein. Ils jouent en milieu de semaine. Donc, demain, mercredi, il y a une journée de championnat. Par exemple, la Juventus reçoit Lecce. Et j'étais très surpris de la manière dont tu as fait tourner Allegri, par exemple, ce week-end contre Bologne, qui est huitième du championnat, et pas en milieu de semaine contre Lecce, pour remettre son équipe une contre la Juve dont il joue. Ils reçoivent l'Atalanta. Donc, on a l'impression que finalement, Allegri, il fait tourner en prévision de l'Europa League. C'est-à-dire qu'il va mettre l'équipe une visiblement mercredi et il va renvoyer tous les remplaçants contre l'Atalanta en se disant que bon, il a une marge de 6 points contre l'Atalanta, donc c'est pas grave. Et que s'il gagne mercredi, qu'il maintient la marge de 6 points, au pire, voilà, il gagne pas, il faut un match nul, mais bon, il maintient. Mais on voit que dans l'alternance des matchs, indéniablement, lui, il est focus sur le match de Séville. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant ce week-end, par exemple. Donc il faut voir déjà la journée de championnat qui aura lieu demain, comment il la gère et comment est-ce qu'ils font tourner leurs effectifs respectifs, hein. La Roma, la Juve et les 2000 ans. Euh, Après, c'est vrai qu'on est focalisé sur les grosses confrontations directes entre eux, là. Mais c'est vrai que les petits matchs périphériques, il faut aller à Spezia ou contre la Crémonaise, même si ils sont bien classés, bah, ça va pas être la fête, hein.
Même sur ces matchs-là, ça va être compliqué. Et ça, potentiellement, avec la fatigue cumulée des Coupes d'Europe que tout le monde va avoir, potentiellement, c'est peut-être sur ces matchs-là que ça va se jouer plus que sur les confrontations directes, en fait. Où il y en a qui vont laisser des points en route à cause de la fraîcheur et puis de la répétition des matchs. Bah, on a vu par exemple que l'Inter, ils ont fait jouer leur grosse équipe hein, ce week-end, avec notamment deux passes décisives de Lukaku. On a vu que la Roma et le Milan, il y avait une grosse affiche, ils ont fait jouer leur grosse équipe. Donc on a plutôt l'impression que ces trois équipes-là vont faire tourner ce mercredi et vont envoyer les titulaires ce week-end et sur les matchs de Coupe d'Europe et les faire reposer le week-end d'après. Donc on a des gestions de calendrier assez particulières, Dani. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais effectivement, moi, j'ai assisté au match de Rome contre Milan et avec les deux grosses équipes. Et c'est vrai que les équipes prennent pas trop de risques. Même s'ils envoient la grosse cavalerie sur le terrain, tu sens qu'il y a un peu de retenue quand même. D'ailleurs, ça s'est joué à la fin du match, hein. Ça a été dramatique ce match, hein. Une fin de match de Mm. fou sur les 4 dernières minutes où tu as la Roma qui marque un but, on croit que le match est fini. Et à la dernière minute, tu as l'AC Milan qui égalise. Donc, effectivement, même, je suis d'accord avec toi, effectivement, même s'ils font tourner les effectifs et euh, qui jouent même avec l'équipe complète, il y a un peu de retenue, on le sent sur le terrain, et personne prend de risque, en fait. On joue un peu sur des œufs, quoi. Donc du coup, pour terminer sur ce thème, on va se faire un truc mais global sur la journée incroyable de ce week-end. Par exemple, Juventus-Atalanta, Dani. Juventus-Atalanta, moi, Très je vite, vois une zone bien de score. je vois bien l'Atalanta gagner 2-1. Ok. Giancarlo. Un partout, match nul. Et moi, je vois effectivement aussi l'Atalanta gagner. Bah, je vais dire 2-0. Ah oui, c'est à Bergame en plus. Ça Euh, va. AS Rome Inter Milan. Giancarlo. Je vois ouais, une victoire de l'Inter 2-1. Dani, une victoire de l'AS Rome, je suppose. Oui, il joue à domicile, victoire de la Roma 1-0. Et moi, je vais dire match nul, un partout, de nouveau. Et donc, AC Milan, Lazio Rome, là, je vois une petite victoire de la Lazio 1-0, parce que eux, ils ont plus que ça à jouer. Dani Match nul, un partout. et Giancarlo. 0-0. Donc, à la sortie de ces matchs-là, on a encore tout le monde qui se tient dans un mouchoir de poche. C'est ça. Et ça nous fait un autre débat pour dans 15 jours. T'as tout OK? compris. Bon, puisqu'on est sur les pronos, on reste sur les pronos et on va passer sur le match au sommet du championnat portugais le week-end prochain entre donc Benfica et Braga. Benfica qui accueille Braga pour finalement un match pour le titre, hein. Braga qui est à 6 points, qui a l'occasion de revenir à 3 points. Et Benfica qui doit faire en sorte de ne pas trébucher pour ne pas laisser revenir encore plus près le FC Porto qui est à 4 points. Dani. Ouais, ça va être un match incroyable, hein. Braga qui lutte encore pour la place en Ligue des Champions, donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points sur ce match-là. Et Benfica qui, en cas de défaite ou en cas de match nul, verrait Porto revenir à 2 points en cas de victoire de Porto. Donc c'est un match dangereux pour les deux équipes. Moi, je parierais sur un match nul, un partout. Moi, je te corrige en fait, parce que en fait, Braga, ils luttent pas pour la place en Ligue des Ouais, Champions. ouais. Ils sont sûrs de Ils faire jouent pour troisième le titre. quasiment. Vu l'écart qu'ils ont avec le Sporting, ils ont 10 points d'avance avec le Sporting. Donc, je pense que le Ils jouent le Sporting titre. reviendra Non, non, pas. non, Braga, il joue le non, titre. ce que je veux, non, ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont la possibilité, en luttant contre Porto, d'avoir l'accès direct, puisqu'ils sont qu'à 2 points de Porto. Parce que le troisième même avec la réforme de la Ligue des Champions, le troisième fait un tour préliminaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Le troisième fait un tour préliminaire. Par contre, le D'accord. deuxième passe directement. Ok. Donc, du coup, comme ils sont à 2 points de Porto, en cas de défaite, voilà, la deuxième place
et perdu en fait. Donc du coup, pour moi, c'est un match où la défaite pour les deux équipes est à proscrire. Donc match nul. Ah, moi, j'ai envie de te dire que même le match nul, c'est comme une défaite pour Benfica. Parce qu'ils se mettent en situation de voir Porto revenir à 2 points avec un déplacement la journée d'après au Sporting. Et donc en situation finalement de perdre le championnat in fine. Donc ils vont pas pouvoir jouer à l'économie de Benfica et ça peut favoriser Braga qui va les attendre et qui va essayer de les contrer. On a des dynamiques. Bon, alors Benfica a gagné ses 2 derniers matchs, mais alors vraiment très petitement, 1-0 et 2-0. Ils ont repris une dynamique positive. Hein. C'est quand même mieux que quand ils ont connu les 3 ou 4 défaites d'affilée. Donc ça les remet quand même, ça leur remet quand même la tête à l'endroit. Mais c'est vrai que plus le score va être entre guillemets sur un match nul, et plus Benfica va pousser, et plus ils prennent le risque de prendre un contre-assassin de Braga. Donc j'ai envie de dire que presque Braga, ils sont dans la position idéale, ils n'ont rien à perdre. Ils vont venir là, de toute façon, au pire, ils vont finir troisième. Donc c'est que du bonus pour eux. S'ils arrivent à faire le braquage, ils jouent même le titre parce qu'ils reviennent à 3 points. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer après le Sporting Benfica du week-end d'après. Donc moi, effectivement, je les vois bien gagner en contre 1-0 dans les 10 dernières minutes. Giancarlo? Ouais, moi, je suis assez sur la logique des dynamiques des deux équipes, quoi. Où t'en as un qui va jouer en ayant quelque chose vraiment à perdre, et puis l'autre qui a pas grand-chose, qui a tout à gagner, quoi. Et moi, je pense que ça va s'équilibrer par rapport à ça. Euh, Benfica qui va certainement peut-être jouer avec un peu plus de crainte, de peur, de pas vouloir trop se découvrir non plus. Moi, je vois pareil une victoire de Braga. Du coup, je vois une victoire de Braga. Je ne sais pas si ça va forcément se décanter plutôt dans les 10 dernières. Moi, je vois un match assez enlevé très rapidement, en fait. Et je vois une victoire de Braga 2-1. C'est assez intéressant ce que tu dis, Gian, parce que moi, je ne sais pas comment, par exemple, le Benfica, si je suis l'entraîneur du Benfica, je ne sais pas Ah tactiquement ouais, tu comment vois. j'aborde ce match. Ah ouais. Est-ce que je joue la sécurité, je fais tout pour pas le perdre, euh, Ah, en mais tu peux sachant pas. que, Ouais, ouais, tu peux ouais, pas. mais si tu le perds, si tu le perds, c'est une cata, quoi, tu vois, aussi. Après, tactiquement, tu as raison, mais derrière, tu as, l'institution, tu vas avoir 100 000 personnes dans le stade, tu peux pas arriver et puis te dire, bon, bah, je vais jouer tranquillement en ayant en tête de prendre un point, quoi. Non, surtout que cette équipe, elle avait 10 points d'avance. Donc, psychologiquement, même pour les joueurs et pour l'entraîneur, c'est quand même assez dur. Même s'ils n'en parlent pas, c'est une équipe qui avait 10 points d'avance et qui risque, comme tu le dis, Mehdi, en cas de défaite, de se retrouver dans une situation assez compliquée. En cas de défaite ou de match nul. Ils étaient même, tu parles de 10 Ou points de... d'avance, ils avaient même, à un certain moment du match contre Porto, ils avaient virtuellement 13 points d'avance et ils étaient champions. Ouais. Oh, Parce que sans ouais. se retrouver. Parce que le match nul, ça peut les sauver encore parce que Il faut derrière, ils vont jouer Sporting, c'est vrai, il faut qu'il gagne au Sporting. mais Être dans la situation de devoir ouais. gagner absolument au Sporting après. Après, on fait des débats, hein, mais bon, enfin, quand tu es le Benfica, de toute façon, je pense qu'il se pose pas 10 000 questions, quoi. Tu es le Benfica, tu joues chez toi, peu importe qui c'est qu'il y a, c'est Braga, c'est pas Braga, ils savent que, voilà, pour être champion, il faut qu'il le gagne, ce match. Ils sont programmés pour ça, quoi, les mecs, là, Ça, hein, c'est clair. tous. Ça, c'est clair. Donc, Ça, c'est clair. et le club, d'ailleurs, le club est programmé pour ça. Bon, je vous propose de passer au Que Dieu championnat. t'entende. Donc, au championnat de France, on a déjà l'affiche de la prochaine journée, samedi. Donc, c'est Lens qui reçoit Marseille. Avec à la fois, entre guillemets, une course pour le titre relancé, puisque Paris a encore trébuché ce week-end. J'ai bien dire entre guillemets relancé. Hein. Moi, j'y crois pas. Je pense Ouais, qu'ils seront champions parce qu'en fait, derrière, ouais. ça ne gagne pas. Et, bon. Et que voilà, donc on verra ce que fait, on verra ce que fait Lens ce soir contre Toulouse. C'est sûr qu'ils sortent dans de bonnes dispositions pour jouer Toulouse, parce qu'on risque d'être un peu, on risque d'être un peu cramé. Mais bon, imaginons que Lens l'emporte à Toulouse. Lens revient à 6 points, Marseille est à 5 points, donc ils ont un point d'écart. Ça joue déjà la deuxième place et ça joue entre guillemets le titre. Mais forcément, en cas de défaite de l'un ou l'autre, ça sera élimination sur la course au titre. Donc, Lens-Marseille, Giancarlo. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais comme tu dis, ça suit pas.
ça suit pas derrière Paris qui trébuche, mais derrière ça transforme pas. Et du coup, je pense que ça va être dans la continuité. Et même si j'aurais un faible pour l'équipe lensoise, mais ce week-end, Marseille, quand même, ils ont trouvé les ressources pour revenir contre l'équipe d'Auxerre, là, qui était bien regroupée et puis, enfin, qui a bien défendu. Euh, Moi, je pense que ça va se terminer par un match nul et puis que du coup, ça va régler la question du titre, quoi. Il va être assez con pour même pas trouver le moyen de gagner ni l'un ni l'autre. Euh, et du coup, euh, on va se retrouver avec un PSG vainqueur, enfin champion en pleine crise. Enfin, c'est quand même incroyable ça. Au-delà du pronostic, là, on va avoir un champion quand même. On va avoir un champion en carton, quoi. Ah, on Les va joueurs avoir le sont, champion le plus laid des 10 dernières années, ouais, ça c'est clair. ah ouais, c'est une catastrophe. Enfin bon, du coup, je pense que c'est un match nul avec des buts 2-2. Dani? Ouais, c'est vrai que on lance avec la défaite au parc. On aurait cru que voilà, ils auraient eu un petit coup de mou, mais en fait pas du tout. Ils ont bien réagi. Ils ont battu Monaco net et sans bavure 3-0. Et par contre, en face, effectivement, Marseille qui reste solide, hein. Jean-Carlo l'a dit, ils sont bien revenus sur le match d'Auxerre, ils le gagnent. Ils ont battu Lyon quand même à l'extérieur, juste avant. Ils sont sur une bonne dynamique. C'est compliqué, mais je vois quand même Marseille gagner, moi, ce match-là. Je vois quand même Marseille gagner pour son public, allez, 3-1. Et j'annonce un but de Vitinha. Ben, dis donc, Ça, c'est la ben, dis donc, grosse cote. t'es plein d'espoir, hein, parce que Ça, putain, c'est la très très grosse cote. Euh, à Auxerre, Très grosse il va cote. tenter, hein. Très grosse cote ce soir. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de match nul parce qu'on a deux équipes qui ne savent pas jouer le match nul. Voilà. Qui se livrent à 100%, que ce soit l'équipe de Tudor ou l'équipe de Francaise. Il n'y a aucune économie dans l'énergie. Et voilà, c'est des équipes qui savent pas calculer, ni l'une ni l'autre. Donc, elles vont se dire qu'elles vont jouer pour essayer d'être champion. Et que ça va faire un match très ouvert. Maintenant, Marseille, en ce moment, ils ont la baraka. C'est-à-dire que Dany a parlé du match de Lyon. Ils gagnent ce match de Lyon vraiment de manière moleste, quoi. À la dernière seconde, sur un dégagement Ouais. qui touche le dos du défenseur, qui rentre dans le but, qui prend Anthony Lopez à contre-pied. Hier, ils sont pas bien du tout parce qu'Auxerre, effectivement, défend super bien. Et finalement, en 2 minutes, ils arrivent à renverser le match alors que dans les 5 dernières minutes, alors qu'on donnait plus cher de leur peau. Donc franchement, il y a un petit truc derrière cette équipe marseillaise qui me dit qu'ils vont s'imposer à Lens. En plus, Lens, ils vont avoir moins de récupération. Ils jouent mardi, voilà, ils jouent ce soir, ils rejouent samedi. Je sais que Marseille râle contre le calendrier, mais quand même, ils auront eu du coup 2 jours de récupération en plus. C'est pas rien à ce moment-là de la saison. Donc je vois Marseille justement s'imposer à l'énergie à la fin, là, comme ils l'ont fait dimanche contre Auxerre 3-2. Et alors, on va terminer donc avec le match le plus improbable de la semaine. Donc Angers-Monaco. Ouais, bonne soirée, messieurs. C'était un plaisir. Ciao. Un match entre Angers déjà relégué et Monaco déjà relégué en fait. Monaco qui jouait il y a encore 3 journées, qui jouait presque le titre et la qualification directe en Ligue des Champions et qui là va devoir s'accrocher aux branches pour essayer de ne pas se faire sortir des places européennes. Donc Giancarlo, évidemment, ça te passionne. Ouais. Bon, alors Angers est officiellement en Ligue 2. Moi, je me méfie vachement des équipes qui sont libérées du poids de la descente, quoi. Alors, je dis pas que d'un seul coup, elles se mettent à forcément super bien jouer, c'est pas ça, mais étant donné que Monaco est pas dans une forme incroyable, hein, parce que tout le monde met 4 pions à Monaco en ce moment, C'est ça. hein. Donc, Angers, ils perdent, mais ils mettent des buts depuis plusieurs matchs, là. Ouais, moi je pense que Monaco va pas avoir du tout un match facile là-bas. C'est à Angers, hein. Ouais, Ouais. Donc moi je vois une victoire Ouais, d'Angers. Moi je vois une victoire d'Angers 3-2 ouais. en mode baroud d'honneur. ça, Alors, moi, je te grosse cote. rejoins. Moi, je te rejoins en partie. C'est vrai qu'Angers, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, finalement, ils ont trouvé une meilleure assise. Et ils font un super match à Rennes. Ils perdent. Bon, c'est un match accroché, même s'ils perdent 4-2. Monaco, c'est n'importe quoi. On sait même pas si l'entraîneur sera toujours l'entraîneur d'ici là. Donc, moi, je vois un match nul 2-2. Dani? Non, moi, vous allez m'excuser, mais je ne vois pas Angers gagner ni faire match nul contre Monaco ce week-end.
À Monaco, ils ont l'opportunité justement de consolider la place qu'ils ont parce qu'ils sont quand même quatrième au championnat, les gars. Ils ont 61 points, il n'y a rien qui est mort encore. Mais ils mettent pas un Ok, pied devant l'autre. d'accord, mais en attendant, ils sont quatrième au classement, c'est les chiffres. Même si effectivement en ce moment ils sont pas dedans, je suis d'accord avec toi. Ils ont quand même l'opportunité de jouer contre le dernier du classement et de se refaire un peu la cerise au niveau du classement et de prendre 3 points qui vont être 3 points qui valent cher. Donc non, moi je vois une victoire de Monaco, je dirais 2-0. On verra ce qu'il en est. On vous remercie pour votre patience et votre écoute encore ce mardi, malgré nos petits yeux, en tout cas, pour Giancarlo et moi-même. Giancarlo aura même mis des lunettes aujourd'hui. Et on vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Et surtout, 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 n'oubliez pas. On a gagné la Coupe de France. 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 La French Radio. Portugal.